Bon, bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. On a eu quelques petits soucis techniques, mais on va rattraper ces 4 minutes avec beaucoup d'efficacité. Content de vous retrouver sur ce nouvel événement de nos communautés métiers ingénierie. Donc, c'est offert par Extia Ingénierie. Donc, moi, je suis en charge du développement des activités Méditerranée. Et donc, Maher et Thomas sont dans nos équipes en tant que consultants, chacun sur une spécialité. Ils nous font l'honneur de partager leur métier et aussi un petit peu de leur passion dans ce métier-là, finalement, avec cette présentation qui, vous le verrez, est assez interactive et à la fois intéressante. On a eu l'honneur d'avoir un aperçu de cette présentation-là, nous, de notre côté en interne, au sein de nos équipes. Et voilà, on va passer 45 minutes plaisantes et instructives, je l'espère. Cette plateforme-là, elle est faite de façon à ce qu'on puisse, nous, interagir, vous présenter des choses. Vous avez à droite un chat. Donc, beaucoup ont commencé à dire bonjour sur le chat. Si vous avez des questions, essayez de les poser via le petit formulaire questions qui est juste à gauche du chat. Malheureusement, c'est que comme ça qu'on pourra interagir, mais vu le nombre d'inscrits, il vaut mieux que ça se passe par le chat plutôt qu'en live. Voilà, Extia Ingénierie, pour le petit rappel, c'est une société de conseil en ingénierie. On est intégré dans un groupe de 3000 salariés. Et il y a 400 salariés qui œuvrent pour l'ingénierie de demain dans cette structure-là. Et donc, Maher et Thomas sont des consultants qui travaillent chez un client pour des projets dont ils vous parleront peut-être tout à l'heure dans le cadre du meet-up. Donc, on va vous laisser la main. Les amis, c'est à vous. Merci d'avance pour votre présentation. Et bon, merci bien, Cédric. Merci, Cédric. Et je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que c'est bon là? C'est tout bon, Maher. Très bien. Donc, bienvenue à tous sur cette petite présentation du génie civil numérique que on connaît tous par l'abréviation BIM. Donc, super. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter du coup dans un premier temps qu'est-ce que le génie civil, cette branche de l'ingénierie passionnante et ses défis. Nous passerons ensuite à son jumeau numérique, du coup, qui est le Building Information Modeling, le BIM. Et nous verrons enfin ce jumeau via l'application sur un projet, via une petite vidéo. Et on finira par une petite conclusion pour rappeler les petits messages importants de cette présentation. Je vais donner la parole à Maher qui va vous présenter du coup qu'est-ce que le génie civil. Donc, bonjour tout le monde et merci d'être présent parmi nous. Du coup, pendant cette première partie, l'objectif sera de définir le génie civil et il s'agit de quoi et les différentes activités et les domaines ou bien les sous-domaines du génie civil. Et en fait, le génie civil peut se définir comme l'union ou l'union, voilà, de l'ensemble de connaissances techniques et de l'expérience et du savoir-faire afin de construire et réaliser et entretenir tout ce qui est toutes les infrastructures ou les structures qui construisent les villes et notre environnement. Et pour faire tout court, le génie civil s'agit de tout notre environnement bâti. Mais quand on dit tout notre environnement bâti, ça fait beaucoup. Donc, forcément, il est divisé en plusieurs activités, plusieurs sous-domaines, dont on va commencer par citer quelques activités qui varient d'un projet à l'autre selon l'objectif à atteindre. Mais la plupart du temps, les activités s'agissent de la conception, le dimensionnement, la modélisation,
jusqu'à arriver à l'exploitation et même à la phase qui vient à la fin du cycle de vie d'un projet, qui est la déconstruction. Et bien sûr, comme on l'a dit, le génie civil est divisé en plusieurs sous-domaines, dont on cite la géotechnique, qui s'intéresse à tout ce qui est calcul des fondations et dimensionnement des fondations et étude des sols. La structure qui s'intéresse au dimensionnement des structures, que ce soit en béton armé, en charpente métallique, en bois, et donc la vérification des éléments porteurs et comment construire les bâtiments. L'hydraulique qui s'intéresse à tout ce qui est gestion d'eau. L'environnement qui concerne, comme le nom le dit, tout ce qui est protection de l'environnement, tout ce qui est gestion de la santé, et tout ce qui est, disons, construction durable dans le domaine du génie civil. Et on finit par le domaine du transport qui concerne toutes les infrastructures de transport routier, les aéroports, tous les réseaux qui permettent la circulation. Et forcément, avec cette multitude d'activités, de sous-domaines, de tâches à effectuer sur les projets, il y a plusieurs défis qui se manifestent et que les ingénieurs doivent faire face à, dont on va citer les plus connus et les plus rencontrés. Et l'un des plus importants, c'est le développement durable. Ça concerne tout ce qui est environnement, les contraintes budgétaires et les contraintes de délai. Et ces deux-là, c'est eux qui font d'un projet qui influence directement la rentabilité d'un projet, en fait. C'est eux qui décident si un projet est rentable ou non. La sécurité est un enjeu majeur. Et surtout, la coordination, qui est un défi clé qui, en fait, permet de, disons, si on a une bonne coordination, on peut assurer notre projet et sinon, tous les autres défis seront de plus en plus difficiles. Et donc, parlons de la coordination. Comme vous le voyez ici dans ce schéma, dans un projet de génie civil, on peut trouver plusieurs intervenants. Parlons d'un projet de construction d'un bâtiment. On peut trouver les architectes, on peut trouver les ingénieurs structure, les ingénieurs électricité, les entrepreneurs, les fournisseurs, les ouvriers, tout ce qu'on peut citer en fait. Et la liste continue jusqu'à peut-être l'infini même, si on veut citer tous les intervenants. Et donc, pour assurer le bon déroulement du projet, une bonne coordination entre tous ces intervenants est primordiale. Mais autant qu'on a d'intervenants, autant que la complexité augmente. Et du coup, on se retrouve avec des schémas qui se représentent de cette manière où on veut communiquer quand on veut communiquer entre deux intervenants, on peut, disons, se croiser sur le chemin de communication d'autres intervenants et chaque point de croisement peut signifier une possibilité de conflit. Et donc, c'est vraiment un enjeu, c'est quelque chose qui augmente de complexité avec la complexité du projet. Mais si on l'assure bien, ça permet d'éviter tous les retards, éviter les erreurs et même réduire les coûts du projet. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut assurer dès la phase de la conception et qui s'appuie vraiment sur une bonne communication. S'il n'y a pas une bonne communication, il n'y aura pas une bonne coordination. Et s'il y a une bonne communication, la coordination peut être bonne. En fait.
Et donc, pour finir cette première partie, l'idée était de montrer que Alors, Maher, ça a coupé, on n'a pas entendu. Ça a coupé. Thomas, le temps qu'il reprenne peut-être le réseau, si tu veux. Donc, Maher était en train de vous expliquer que pour un ingénieur en génie civil, du coup, il n'y a pas de petites erreurs et que la moindre problème de coordination, par exemple, peut coûter la vie d'une personne, coûter excessivement cher ou causer des dégâts irréparables. Et si Maher est revenu, peut-être que tu pourras compléter mes propos. Je suis là. Oui, je suis là. En fait, pour un ingénieur génie civil, c'est la phrase que j'aime bien, en fait, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de petite erreur. L'erreur peut être une grande perte d'une grande somme d'argent et, par exemple, même la perte de tout un projet. Et le cas le plus grave, ça sera même la perte d'une vie d'une personne, donc une erreur même fatale. Donc, les erreurs et la marge d'erreur, c'est vraiment quelque chose de négligeable. Il n'y a pas vraiment une marge d'erreur dans le génie civil. Et c'est pour ça que, afin d'éviter d'avoir ces erreurs, une bonne coordination est primordiale. Et elle devient de plus en plus intéressante et, disons, primordiale et nécessaire. De plus en plus, l'envergure du projet augmente. Et pour un projet de construction d'un pont, c'est quelque chose qui va toucher toute une région, par exemple. Et donc, ce problème et ce besoin d'une bonne coordination qu'on assure entre les différents intervenants qui va nous permettre de bien mener nos projets, ont donné naissance à l'utilisation, peuvent être assurés plutôt, en utilisant des processus de coordination. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Building Information Modeling et tout court le BIM. Et je laisse la parole à mon collègue Thomas pour vous en parler. Merci Maher. Merci Maher. Donc, maintenant, du coup, on vous a parlé du BIM, mais en fait, qu'est-ce que c'est? On a entendu tout à l'heure Maher et j'en ai parlé aussi du terme Building Information Modeling. En fait, ce terme, on pourrait le traduire en français par modélisation des données du bâtiment. Et on entend souvent parler du BIM que c'est un logiciel, une maquette numérique. Or, c'est faux. Le BIM, c'est une méthode de travail qui est basée sur la collaboration des différents acteurs et intervenants d'un projet, mais aussi des méthodes et des processus qui sont mis en place afin de guider correctement le projet. Et c'est en fait en 1992 qu'on va entendre pour la première fois dans une revue scientifique ce terme apparaître. Donc, comme on l'a vu, le BIM nécessite une collaboration pluridisciplinaire. Une collaboration pluridisciplinaire entre les différents acteurs du projet. Et ce processus nécessite donc l'implication de tous ces acteurs, de tous les corps de métier, afin que chacun puisse utiliser la maquette, qui est un des outils du processus, afin de tirer les données nécessaires à leurs études. Mais en contrepartie, ces acteurs et ces intervenants devront créer, modifier et renseigner les objets et les maquettes afin que les autres intervenants puissent en tirer eux aussi leurs données. Donc, voyons ensemble quels sont les objectifs du BIM.
Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'analyse et le suivi de projet via l'extraction de quantités qui pourront alimenter divers autres processus de conception et le pilotage de projet. Nous avons ensuite la modélisation de l'existant, notamment la géologie du site, mais aussi les réseaux existants ou encore les structures existantes sur le site. Nous allons aussi utiliser le BIM afin de communiquer autour du projet via des sites internet, des applications mobiles ou encore des animations et des visualisations créées à partir des maquettes utilisées pour le projet. Nous allons aussi utiliser le processus afin de produire des livrables, des plans. Nous utilisons aussi ce processus pour ce qu'on appelle la planification 4D et 5D. Nous verrons dans un instant de quoi il s'agit. Nous utilisons aussi ce processus pour l'organisation et la coordination justement entre les différents acteurs qui répond du coup à la grosse problématique du génie civil et notamment grâce à la cohérence spatiale des maquettes. Nous faisons aussi, grâce à ce processus, un support logistique et sécurité sur le projet. Une analyse du site, notamment grâce au BIM et aussi au SIG, pour sélectionner l'implantation du bâtiment, son orientation, par exemple. Nous avons ensuite les études analytiques et enfin, la gestion des opérations préalables de réception, ce qu'on appelle plus couramment les réserves. Donc, voyons ensemble maintenant les dimensions du BIM. On connaît tous la 2D et la 3D. La 2D, la visualisation en plan des objets. La 3D, la modélisation, la visualisation des objets dans l'espace. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de 4 et 5D. De quoi il s'agit? Eh bien, la 4D, c'est la temporalité. On va utiliser les maquettes via des plannings de projets ou encore des animations. Nous avons aussi une 5e dimension qui est le coût. On va intégrer les coûts, les prix unitaires des matériaux et des matériels dans les maquettes et dans le processus. La 6e dimension, c'est le développement durable. On entend par ce terme tout ce qui va être analyse thermique, de consommation d'énergie, de consommation en CO2, équivalent en CO2, etc. Nous avons ensuite une 7e dimension qui est l'exploitation et la maintenance. Grâce aux maquettes, on va être capable de gérer la maintenance et le remplacement des objets techniques. Donc, je pense aux ventilations, au système de ventilation, etc. Grâce aux maquettes, pendant toute la vie toute la durée de vie du bâti et du projet. Enfin, nous avons une 8e dimension qui est la sécurité et on va utiliser les maquettes numériques et le processus afin de créer des plans de sécurité et de minimiser les risques en adaptant nos choix de conception. Enfin, d'autres dimensions peuvent être ajoutées dans ce processus pour des projets plus spécifiques. Je pense notamment à des événements spécifiques comme les Jeux Olympiques pour un bâtiment. Voyons maintenant ensemble quelques projets qui ont pu être réalisés grâce au BIM. Nous avons notamment la Fondation Louis Vuitton, qui est un musée à Paris. Nous avons aussi pas que des bâtiments, des projets d'infrastructure comme le projet HS2, High Speed 2, entre une ligne à grande vitesse entre Londres et Birmingham en Angleterre. Où nous avons encore des projets de plus grandes ampleurs encore, comme le pont entre Hong Kong et Macao en Chine. Voyons ensemble maintenant comment est composée une équipe BIM.
Chaque lot, chaque corps de métier sera représenté par une équipe composée de BIM modeleurs et de BIM coordinateurs. Tous ces personnes sont sous la direction d'un BIM manager. Mais voyons plus en détail leurs rôles différents. Le BIM manager, c'est le responsable du projet. Il est le référent sur les questions de BIM, que ça soit en interne ou en extérieur au projet. Il va mettre en place ce qu'on appelle le processus BIM, que nous allons voir juste après. Et il gère et organise son équipe que nous venons de voir. Mais il a d'autres rôles, comme créer et contrôler la charte et le respect de la charte BIM et la vérification des informations que les différents acteurs mettent au sein du processus. Nous avons ensuite le BIM coordinateur. Donc, c'est le responsable de son lot. Il va coordonner ses modèles, ses maquettes, afin de vérifier la gestion de conflits et la synthèse. On entend par là la vérification des données, qu'elles soient géométriques, donc la maquette, ou alphanumériques, les données qui sont insérées dans cette maquette. Il va aussi contrôler que ces BIM modeleurs respectent bien la charte BIM. Il va contrôler ses rendus, ses livrables, et il va être donc un très grand support au BIM modeler. Du coup, le BIM modeler, c'est celui qui produit les maquettes, qui va produire les différents livrables et qui va structurer les informations au sein du processus. Voyons maintenant la charte BIM. La charte BIM, on pourrait désigner ça comme la ligne droite du projet, la ligne directrice. Elle est écrite par le BIM manager. Elle va être complétée à chaque phase pour suivre au mieux le projet. Elle va décrire les moyens mis en place afin de respecter au mieux les choix et les envies du client. Donc, elle définit le processus BIM, qui est donc la définition d'une méthodologie afin d'atteindre les objectifs BIM de la maîtrise d'ouvrage du client. Elle permet aussi de définir les règles de modélisation qu'on appelle LOD, Level of Design, qui représente la géométrie, et Level of Information, qui représente les informations insérées dans le processus et dans les maquettes. Enfin, le processus BIM définit les modalités de partage et de collaboration entre les différents intervenants, mais aussi les logiciels utilisés. Nous allons donc voir un aperçu des différents logiciels. On peut les mettre dans 3 spécificités. Nous avons les logiciels de production, qu'ils soient 2D ou 3D, tels que AutoCAD, Revit, Tekla ou SketchUp. Des logiciels de calcul qui peuvent être de structure, comme Robot ou Gretec. Des calculs de thermique et d'énergie, comme Pléiade, ou encore d'économie de la construction, comme Attic+. Nous avons enfin des logiciels permettant la vérification et la synthèse du projet, comme Navisworks ou Solibri. Mais nous pouvons nous poser la question de comment tous ces logiciels partagent leurs données ensemble. Et donc, nous avons 2 formats d'échange. Le premier, c'est un format d'échange 3D, où l'information est structurée par de multiples aspects, comme le site, le bâtiment, les étages, les équipements, les composants, les liens entre ces composants, en gros, tous les produits qui constituent l'ouvrage. Et ce format-là, c'est l'IFC. Nous avons ensuite un deuxième format
c'est le format DXF qui contient l'information pour la visualisation des données graphiques. Nous parlerons là alors plutôt d'un format d'échange plutôt 2D. Enfin, un dernier outil est très important lors d'un processus BIM, c'est la GED, la gestion électronique documentaire. C'est une logiciel ou une plateforme où on va retrouver, qui permet d'organiser, de gérer, de partager les différents documents des différents intervenants. Nous y retrouverons les documents techniques, les différents livrables, que ce soit les plans, les maquettes, etc. Et chaque document déposé sur cette GED doit suivre une règle de nommage stricte qui a été définie par le BIM Manager dans sa charte BIM. Je vais maintenant donner la parole à Maher qui va vous présenter l'application de ce processus via une petite vidéo dans un projet. Ton micro est coupé, Maher. Là, c'est bon? Tout est bon. Très bien. Du coup, cette vidéo vous présentera le projet de construction d'une piscine à Mehdi, Tunisie. Et en fait, l'objectif de l'élaboration de cette vidéo était de vraiment assurer, bien sûr, l'objectif majeur était d'assurer le bon déroulement du projet et l'arrivée à l'exploitation sans aucun problème. Mais en plus que ça, et en plus que de détails, c'était de vraiment donner un aspect visuel et plus compréhensible au client du résultat final de son projet. Et disons, communiquer les différents choix techniques au bureau de contrôle et les présenter d'une manière plus claire. Et surtout, le plus important était de vraiment présenter les particularités des projets, les pièges qu'on peut tomber dedans quand on est une entreprise qui va participer à un appel d'offres, qu'on ne remarque pas quelque chose dans un projet qui fait qu'on ne peut plus continuer. En fait. Et vu que le projet n'était pas vraiment typique et qu'il y avait vraiment un phasing ou un enchaînement bien défini des travaux qu'il faut suivre, on a eu l'idée de passer vers la 4e dimension du BIM et faire entrer tout ce qui est axe du temps et tout ce qui est planification du projet. Et là, dans tout ce qui vient de passer, on a bien vu qu'il existe un niveau en sous-sol qui permettra comme un local technique pour la gestion des deux piscines. Et ici, on voulait présenter les différents choix qu'on a opté pour, les consoles courtes qu'on peut voir ici, ou bien les différentes réservations à prévoir dans les voiles ou la dalle du sous-sol. Et comme ça sera clair pour les différents intervenants, quoi prévoir en termes de matériel de coffrage. Et la forme de la gueule qu'on a opté pour, les différents joints qui composent le bâtiment, l'emplacement des poteaux et la différence de niveau dans une même dalle, il y a la différence de niveau qu'on peut trouver. Et ça a permis de donner une présentation assez claire au déroulement des activités. Et ici, on voulait montrer que au moment qu'on arrive au coulage de la dalle du 2e joint, les secondes œuvres peuvent commencer et tous les travaux de construction de maçonnerie au niveau du sous-sol, disons, peuvent commencer et prendre chemin. Par cette partie, on voulait montrer la forme des poutres qui sont en biais qu'on a opté pour
afin de supporter le gradin. C'est quelque chose qui est atypique et qu'on n'utilise pas tous les jours. On voulait montrer aussi les différents éléments porteurs à prévoir, surtout les poutres en console sans un contrepoids. Et ça concernait le bureau de contrôle. Et les différentes, bien sûr, les différentes poutres en allège qu'on peut voir dans les deux coins de la structure. Ensuite, on enchaîne par tout ce qui est premier étage. Et ce qui est, disons, ce qu'on ne trouve pas toujours dans les projets, peut-être en Tunisie, mais ce qu'on ne trouve pas toujours dans un projet qui est construit en béton armé, c'est qu'on finit par une toiture qui est en charpente métallique. Et donc, il fallait prévoir un système d'ancrage et qu'on montre ici qu'il va falloir prévoir un ancrage des platines de précellement dans les poteaux de béton armé qui permettront l'installation des poteaux qui, eux, supporteront la charpente métallique. Et ici, on arrive à un stade où le montage de la structure en charpente peut être élaboré en parallèle avec tous les secondes œuvres de construction de maçonnerie. Bien sûr, en veillant sur la sécurité de l'exécution et tout. Ici, on voulait montrer à ce niveau, si on suit bien le déroulement et la planification qu'on a prévue, à quel point d'avancement on peut arriver du projet. On peut voir les différentes conduites, du lot fluide, la structure qui est bonne, le système de soufflage qu'on a prévu pour les deux piscines, la maçonnerie. Et en fait, c'était comme un tour pour montrer à quel niveau on pouvait arriver à ce stade du projet. Et on continue avec le reste des travaux, qu'il s'agisse de tout ce qui est conduite, de refoulement du piscine, le caniveau d'évacuation d'eau, les gaines de soufflage, d'extraction, les gaines de VMC, les regards, les conduites d'alimentation en eau froide, en eau chaude, le retour eau chaude. Donc, tous les secondes œuvres et tous les autres lots qui sont concernés par le projet. Et à ce stade-là, les travaux sur le sous-sol auront dû avancer au point qu'on pourra commencer à installer tout le matériel nécessaire au fonctionnement de la piscine. On voit ici les filtres à sable, les moteurs, les échangeurs de chaleur, les différentes conduites, les conduites de refoulement, d'évacuation, les gaines de soufflage et tous les systèmes qu'on avait prévus. Et en plus de ça, on va montrer le local chaufferie. Ce local, on peut voir les chaudières et les différentes boucles à prévoir pour le fonctionnement de piscine. Et c'est là vraiment que ce processus a aidé à, disons, résoudre un grand problème majeur que, en fait, lors de la modélisation de la maquette numérique et la modélisation 3D et la coordination entre le lot structure et le lot fluide, on s'est rendu compte que la hauteur de ce plafond ne suffisait pas pour, disons, mettre en place ou mettre tout ce qui est demandé par l'ingénieur fluide et porte, tout ce qui est demandé pour le fonctionnement même de la piscine. Et du coup, on a cherché des solutions. On a commencé par essayer de changer le lot fluide. Mais, disons,
on n'a trouvé aucune solution, sauf le fait qu'on doit augmenter la hauteur sous plafond. Et vous voyez à quel niveau on peut se rendre compte de ce problème si on n'avait pas fait de la coordination. Au niveau que même les travaux de finition ou de peinture, même de l'enduit auraient dû commencer, quoi. Donc, on sera bloqué et c'est quelque chose qui dépend de la fondation, qui a une influence sur toute la structure du bâtiment, sur tous les quantitatifs, sur tous les métrés. Et donc, le projet sera bloqué, hein. Et en utilisant ce processus du BIM et cette modélisation, cette coordination et tout l'effort qui a été fait, hein, on a réussi à identifier ce problème et, disons, prévoir le fait qu'il va falloir augmenter la hauteur de sous plafond d'une valeur bien définie. Ici, on vous présente les travaux d'aménagement extérieur, tout ce qui est travaux de voirie et réseau divers, et le réseau qui sera utilisé pour évacuer les eaux vers le réseau existant. Et comme ça sera plus compréhensible pour tous les intervenants sur le projet et même pour le client. Et à ce stade-là, après tout ce qui est travaux d'aménagement extérieur, on peut dire qu'on a bien réussi notre projet et que, disons, on peut entrer dans la phase d'exploitation. Et ici, il y a une dernière tour du bâtiment où on veut présenter les différents éléments architecturaux, les différents choix de couleurs et les choix des éléments, et les éléments même fonctionnels pour la piscine et les choix architecturaux. On voit ici le hall d'entrée. On a ici, l'architecte avait opté pour un choix de couleur un peu clair, hein, pour donner l'aspect jaune à la piscine, qui est aspect activité sportive et tout. Sinon, on voit les escaliers qui mènent au premier étage. Les vestiaires qu'on va maintenant passer par, les extincteurs, les chauffages, oui, et les vestiaires, les douches et surtout le pédiluve qu'on va montrer dans un instant. C'est celui-ci, cet petit élément de passage qui sert à désinfecter les pieds des différents utilisateurs, des différents nageurs, quoi, dans la piscine. Et on peut voir ici le choix du système d'éclairage, tout ce qui est, comment le dire, j'ai oublié le terme en fait. Tout ce qui est éléments d'éclairage, ouais, décoratif, mais tout ce qui est éléments d'éclairage noyés dans l'eau. Les projecteurs, voilà, comment dire. les projecteurs, quoi. Et ici, on voulait montrer le gradin qui qui peut acquérir jusqu'à 500 personnes. Il faut préciser, Maher, que toute la modélisation, le dimensionnement, c'est des choses que tu as fait en amont de la modélisation de la maquette en elle-même. Ouais, donc, le côté structurel a été aussi calculé en amont. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, j'avais commencé par dimensionner tout ce qui est structure en charpente métallique, tout ce qui est structure en béton armé. Ensuite, j'ai passé à la modélisation de tout ça sur Revit.
J'ai même modélisé le lot fluide et j'ai assuré la coordination entre l'ingénieur responsable de la conception et, et, et moi en tant qu'ingénieur structure et mes supérieurs en tant qu'ingénieur structure. J'ai assuré la coordination en tout ce qui est entre le lot électricité et le lot structure, le lot fluide et le lot architectural. Et bon, là, c'est une présentation de notre travail, de tout le travail qui a été fait par tous les intervenants. Hein. Et le projet, ça date maintenant depuis, disons, mai dernier ou avril dernier. Et il est en phase de construction maintenant. Donc, ça avance et ça se déroule bien. Et bon, avant de passer à la conclusion, on a plusieurs questions, Maher. Que tu pourras peut-être plus répondre que moi. Du coup... La première question, c'est bravo. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, tu peux nous confirmer que la maquette, tu l'as réalisée bien tout seul? Non. En fait, le lot structure, tout ce qui est éléments porteurs, ça c'était moi. Tout ce qui concerne la charpente métallique, c'était moi. Tout le lot fluide, donc les équipements nécessaires à la fonctionnement de la piscine, c'était moi. Mais le lot architectural, il y avait les architectes. Et le lot électricité, il y avait son modeleur et il y avait, disons, l'ingénieur responsable et tout. Et donc, est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu as pris toute cette modélisation et cette animation réaliste de ce projet? L'animation à elle-même, tout seul, ça a pris 2 semaines pour faire. C'était une semaine, c'était pressé vraiment. C'était une semaine, mais pourquoi j'ai dit 2 semaines? Parce que, en fait, on avait la nuit dedans. Oui, c'est ça, je compte la nuit dedans, c'est ça. Donc, et si on parle en termes de temps travaillé et jours ouvrés, ça sera 2 semaines pour faire tout ça, mais, à condition qu'on a tout sur Revit. Parce que pour ce faire, j'avais tout modélisé sur Revit et même les autres intervenants ont tout modélisé sur Revit et on avait utilisé un plugin qui s'appelle DataSmith offert par Twinmotion, hein, par Epic en fait, et qui permet la communication entre Revit et Twinmotion. Donc, une fois que tu as ta maquette sur Revit, vraiment, tout ce qui est animation, tout ce qui est rendu réel, ça se fait en 2 semaines. Maintenant, si on parle de la maquette de Revit elle-même, concernant les lots qui me concernent, ça a demandé, ça date un petit peu, mais minimum 3 mois. Et avant ça, 3 mois de conception et de tout ce qui est dimensionnement et calcul, quoi. Si ça répond à tout. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Ah, il y en a d'autres. Moi j'en posais une, c'était quel était le niveau de LOI et de load par rapport à ce que tu présentais, Thomas, tout à l'heure, qu'on se rende compte sur le niveau de détail de cette maquette-là. Là, Maher, tu vas peut-être me contredire, mais on est plutôt sur du tel que réaliste ou tel que construit. Donc, on va être sur du load 400, voire load 500. C'est ça. En termes de level of information, je peux pas te dire. C'est Maher qui va te donner l'information puisqu'il était sur le projet. Donc, c'est ça. En fait, en termes de détails, vraiment, on était vers le LOD 400. Et en termes d'information, en fait, l'utilisation du processus avait l'objectif de garantir la faisabilité et garantir que ça sera vraiment quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, les informations, ça dépend du lot. Par exemple,
si tu sélectionnes un élément qui appartient au lot fluide ou à l'électricité, tu vas trouver quelques caractéristiques. Mais on était partant au fait que on ne va pas trop détailler les informations dans la maquette parce que ça sera un support que les entreprises utiliseront pour remplir leur offre de prix et pour même exécuter le projet. Et du coup, pour tout ce qui est information, se baser plutôt sur notre bordereau de prix et notre description des articles pour avoir tout ce qui est caractéristiques techniques de l'élément. OK. Il y a une question sur le plugin Datasmith que tu as cité. Est-ce que ça permet d'extraire tout le système de paysage de Revit? Oui. En fait, je vais vous montrer. Bon, ça dépend. Là, ce que vous voyez en tant que système de paysage, donc ce que je comprends, tout ce qui est végétation, tout ce qui est, c'est ça, hein, c'est ça la question ou non, hein? Déjà. Seul celui qui a exprimé la question pourra le dire. Ah, il parlait du phasage plutôt que d'accord. Du paysage. Mais on peut répondre à la question. En fait, souvent, on va utiliser directement le paysage, on va le créer directement dans Twinmotion. Ouais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus simple que insérer du paysage dans Revit. Voilà, c'est ça. Et voilà. Bon, voilà. Là, il y a un petit problème, hein, qu'on peut voir. Il y a la végétation qui dépasse le mur, mais c'est quelque chose qui est venu du fait qu'on a utilisé Twinmotion et c'était pendant une semaine et c'était très rapide et très pressé, quoi. OK, il y a une question entre Twinmotion et Lumion. Alors, Lumion, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Oui, si vous le connaissez, est-ce qu'il y a… En fait, je le connais, mais je ne l'ai pas utilisé. En fait, quand on voulait faire ça, il y avait trois choix même. Il y avait Navisworks, il y avait Twinmotion, il y avait Lumion. Maintenant, pourquoi on n'a pas opté pour Navisworks? Parce qu'on voulait un rendu quand même un peu agréable, un peu réaliste, le plus réaliste que possible. Et Twinmotion et Lumion servent à faire ça d'une bonne manière, quoi. Ils sont faits pour ça. Et ensuite, restait la question lequel on va utiliser. Et il y a plusieurs contraintes qui ont fait que Twinmotion, on a opté pour Twinmotion. La première, c'est que vraiment, c'est un logiciel qui est facile à prendre en main. C'est vraiment un logiciel qui n'est pas compliqué, qui communique bien avec Revit. C'était le premier, on a testé ça et on a trouvé que tout ce qu'on a modélisé, on l'a retrouvé très bien regroupé sur Twinmotion, tel qu'on le demandait. Et l'enjeu le facteur le plus majeur, hein, c'était le fait que Twinmotion était gratuit. Donc on a opté pour Twinmotion. Mais normalement… je rajouterais une troisième chose, c'est que les créateurs de Twinmotion sont francophones, donc il y a une équipe en France et une équipe au Québec qui sont vraiment très réactifs et qui, dès qu'on a la moindre question, on peut très vite partager avec justement les créateurs de ce logiciel, et ce qui crée vraiment un atout fort pour un logiciel comme celui-ci qui n'est pas vraiment spécialisé pour notre domaine de construction. OK, écoutez, en tout cas, on a encore 2-3 petites slides de conclusion sur le processus. Merci Maher pour maquette. Merci Maher pour la belle maquette et l'explication. Je vous en prie. Et on continue. Et donc, on va conclure. Donc, en quelques mots, du coup, pour vous rappeler qu'est-ce que le génie civil, le génie civil, c'est tout notre environnement bâti. Ça regroupe plusieurs domaines et plusieurs activités. Et du coup, ça crée beaucoup de contraintes, et dont une qui est vraiment la plus grosse problématique dans le génie civil, c'est la coordination entre les différents acteurs. C'est pour ça que le BIM a été
créer, entre gros guillemets. Et donc, le BIM, qu'est-ce que c'est? C'est un processus collaboratif qui nécessite l'implication de tous les acteurs du projet et qui permet de faire un gros gain de temps et un gain d'argent. Mais c'est un processus qui peut s'améliorer et qui n'est pas adapté à tous les projets, et surtout aux petits projets, comme par exemple des maisons individuelles. Je vais laisser Maher vous présenter un petit graphique pour remettre en contexte le BIM et le fonctionnement de ce processus. Ouais. En fait, il y avait plusieurs informations qui ont été communiquées. Le fait d'avoir une image qui explique tout ça sera bien. Et là, on a divisé, disons, on va dire qu'un projet va commencer et on a divisé les différentes phases en conception, construction et exploitation. Mais vous voyez bien ici que le trait il est interrompu et il est un peu, disons, en arrière-plan. Tout simplement pour dire que, en fait, toutes ces phases, surtout la phase de conception et de la construction, sont liées entre eux. Et donc, commençons maintenant par, disons, citer le schéma le plus favorable pour un projet, celui qu'on veut, quoi, qu'on opte pour, le schéma parfait. Ça commencera, disons, par l'élaboration de différentes maquettes selon les intervenants, les architectes, les ingénieurs structures, les plombiers, les paysagistes, tout ce qu'on peut citer en fait. Et autant qu'on a, autant que c'est mieux. Chaque intervenant élaborera sa maquette propre à lui. Et ensuite, on se servira de ces maquettes, de l'ensemble de ces maquettes pour construire une maquette qu'on appelle une maquette 3D de conception, quelque chose comme ça, qui représentera le projet, qui communiquera les informations et les demandes du projet. On se servira maintenant, en se basant sur ces maquettes. La phase de la construction va commencer. Et pendant la phase de la construction, il y aura même beaucoup plus d'intervenants. Chaque lot sera décomposé en plusieurs articles. Et donc, par exemple, pour l'architecte, il a tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est porte, tout ce qui est plafond, tout ce qui est, en fait, tout ce qui concerne, tout ce qui est enduit, tout ce qui est peinture. Et on a plusieurs intervenants sur ces articles. Pour la structure, comme on l'a vu dans la structure de la piscine, il y a celui qui sera chargé de la construction en béton armé, celui qui sera chargé de la structure en charpente métallique, celui qui assurera les travaux de fondation. Et donc, il y a plusieurs intervenants sur un projet qui, en fait, ces intervenants de début ou de départ se décomposent encore plus en des intervenants. Et chacun de ces intervenants élaborera sa propre maquette à lui. Comment il va faire les choses. Disons, un dossier d'exécution. Comment on va faire les choses. Et on va se servir de ces maquettes pour construire notre maquette fédérée, notre maquette globale. Il y a plusieurs noms qu'on donne à cette maquette, mais cette maquette qui servira pour la coordination du projet. Et à partir d'ici, c'est de là qu'on va extraire tous les plans de fabrication, tous les détails d'exécution et tout. Et si tout va bien, tout est bon, on est bon. Et le projet continue son chemin et on entre dans la phase d'exploitation. Mais maintenant, entrons dans le monde réel. Et dans le monde réel, il n'y a pas tout qui est si parfait. Toujours, dans la plupart des cas, on trouve que quelque chose ne va pas. En fait, une table
bon, on ne va pas dire une table, mais dans le cas, pour prendre l'exemple de la piscine, par exemple, il y a le matériel qui est en sous-sol. On ne peut pas mettre en place le matériel parce qu'une conduite passe par ce niveau. Donc, il va falloir, disons, déplacer la conduite ou bien trouver une autre place pour le matériel. Et donc, il y aura un échange entre la maquette fédérée et tous les, disons, les sous-maquettes, je vais les appeler, les maquettes qui concernent les intervenants, les différents intervenants. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on trouve une solution. Et n'oublions pas que toutes ces maquettes sont basées sur la maquette 3D de conception. Maintenant, disons qu'on trouve un problème qui est très grave, quelque chose qui ne doit jamais arriver. Et par exemple, une hauteur sous plafond qui doit augmenter. C'est quelque chose vraiment qui est très grave parce que la quantité, les quantités de maçonnerie vont augmenter, la charge qui est dimensionnante va augmenter, la longueur des poteaux et leur longueur de flambant va changer. Et tout ce qui a été fait doit changer. Donc, c'est un changement vraiment qui ne concerne pas ces sous-maquettes ou les maquettes qui concernent les intervenants, les différents intervenants, mais c'est un changement qui concerne vraiment la phase de conception. Et donc, on va revenir vers ici et là, on a un effet domino, quoi, pour effectuer ce changement et donc changer la maquette 3D de conception et donc changer toutes les autres maquettes et ensuite, on aura notre maquette fédérée. Du coup, on voit ici que vraiment, pourquoi j'ai laissé cette flèche en rouge vers la fin. C'est pour dire vraiment, et pour représenter que le fait qu'autant qu'on fait de la coordination pendant la phase de la conception, autant qu'on aura un bon déroulement du projet. Et on aura beaucoup moins ou bien on éliminera même cette flèche qui est en bleu qui nous ramène vers la phase de la conception. Et aussi, on veut montrer ici que vraiment, il n'y a pas un rendu pour la phase de la conception ou pour la phase de la construction, ou même l'exploitation. C'est vraiment un ensemble de maquettes qui échangent entre eux, qui fonctionnent ensemble pour garantir le bon déroulement du projet. Et cette flèche en rouge là, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant le projet de la piscine. Maintenant, on passe à ce graphique. Et en fait, ça résume ce qu'on était en train de dire d'une autre manière. On a une courbe qui représente la facilité à apporter des modifications. Alors, on ne voit pas le graphe. On ne voit pas le graphe, Maher. La slide n'est pas passée. Maintenant, est-ce qu'elle est visible? Non. Non. Peut-être relance le partage. Je vais relancer. Hein. Arrêtez le partage. Partager. Bon. Ça sera ça sera le dernier slide, dernier graphe qui répondra peut-être à quelques questions. Comment évaluer, mesurer le coût. Est-ce que ça se voit maintenant ou non? On est toujours sur l'ancien graphique, Maher. Oui, maintenant, en fait, c'était ton slide, celui-ci, et je vais te laisser le nom. Mais j'ai commencé à parler parce que... ouais. Voilà. Bon. Donc, du coup, ce dernier graphique représente justement l'avantage du BIM concernant tout ce qui est coût. En fait, on remarque grâce à cette première courbe bleue que plus on avance dans le projet, plus on a la facilité d'apporter des modifications, comme le disait Maher tout à l'heure. Si on détecte le problème tôt, on va pouvoir le résoudre et ça impactera moins les différents acteurs par la suite. Du coup,
Non, je préciserais, Thomas, même plus on détecte le problème tôt en version numérique. Oui, tout à fait. Parce que tu peux le découvrir tôt avec le début de la construction, mais plus on le découvre tôt dans la version numérique, et plus ça aura d'importance. Et donc, en fait, justement, moins on va impacter les différents acteurs, du coup, moins le coût de modification est cher. Et donc, forcément, on gagne en termes de délai et aussi de coût. Voilà. Alors pourquoi c'est bien de faire l'analogie au génie civil dans tout ça, c'est que le génie civil est la part du coup la plus importante d'un projet. Donc toutes les erreurs peuvent être fatales, on l'a vu bien sûr, parce que ça on touche à la structure qui supporte des personnes bien entendu, mais ça touche au portefeuille puisque le coût de la structure est très très cher. Et donc se rendre compte en amont d'un problématique de structure, c'est quand même vital. Donc il y a des gros coûts de formation, d'implication de toutes les parties prenantes au travers des outils, de la formation, de la compétence et du temps passé à modéliser qui est tout autre par rapport à la modélisation avec des plans 2D et des réunions de synthèse classiques. Mais tout ce coût-là, c'est un investissement sur les problèmes qu'on va rencontrer dans les phases de construction. Comme le disait Maher et Thomas, il y a beaucoup d'intervenants sur chacun des projets. Il y a toujours des problématiques à la construction et donc le but, c'est de réduire l'impact de ces modifications qui ont systématiquement lieu et qui peuvent amener des défaillances structurelles importantes et des dérapages budgétaires aussi très importants. Donc, c'est pas si simple d'investir en amont, mais c'est vital au final, à la finalité du projet. Le BIM est apparu en effet dans les années 90 sur les premières versions allusion au BIM. Depuis 2017, il me semble que c'est un processus dont le marché public est obligé d'être intégré, un processus BIM dans les appels d'offres de marché public de la construction. Pas tous les acteurs arrivent à aller au bout de la démarche, mais enfin, en tout cas, il faut proposer la mise en œuvre de cette démarche-là. Et l'un des outils, pour conclure avec ça, qui ressort généralement un peu en tromperie avec le mot BIM, c'est Revit. Et donc, Revit d'Autodesk est massivement implanté parce que Autodesk derrière, et puis c'est un outil qui est aussi chouette, faut se le dire, mais il n'est pas seul et unique. Donc c'est un outil de modélisation qui s'intègre parfaitement dans le corps d'un projet BIM. Mais attention à ne pas confondre, et j'espère que le meet-up que nous aurons proposé, Maher et Thomas, ont répondu à la fois à la solution de coordination et notamment pour le lot génie civil, mais bien d'autres, et aussi sur la comparaison de ces deux outils.